Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode hors série de Lift Talk, toujours en bonne compagnie, bien sûr. Avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas surtout de vous abonner parce que vous êtes encore trop nombreux à regarder le podcast et à ne pas suivre la chaîne. Vous likez, vous commentez les deux petites épées là, vous connaissez maintenant. Et donc là aujourd'hui, on est avec un petit jeune qui débute. Et ça va Luc? Tranquille. Oui, ça va, ça commence bien. Ça commence bien. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être ici, à côté de Nantes. Oui. Parce que du coup, je reste 6 semaines. Parce que de base, j'habite pas du tout ici. Je termine la prépa d'une compétition qui arrive le 26 avril. Donc, j'ai décidé de passer 6 semaines au Strength Lab. Ok, let's go. Et que du plaisir de s'entraîner avec du bon matos, des bonnes personnes. Et il n'y a plus qu'à prouver parce que si j'ai raté et que je bulle, j'aurais fait 6 semaines un peu dans le vide, quoi. Non, c'est une bonne expérience et très content d'être ici. Et qui tu es du coup pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Je me présente, je m'appelle Luc Men, je fais du streetlifting depuis maintenant plusieurs années, je suis aussi coach à plein temps, j'en ai fait mon métier et à côté de ça j'organise aussi des compétitions. Dernièrement il y a eu les FNSL interrégionales et j'ai géré toute la production des FNSL Nord-Est qui permet aux athlètes de se confronter avec deux régions, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà quoi, métier à plein temps, athlète et organisateur. Ok. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi la carte d'organisateur de compétition, sachant que tu étais déjà coach et athlète? Pour deux choses. La première, c'est développer le sport. On sait que les seules compétitions qu'on a aujourd'hui, c'est de l'élite. Moi, j'entraîne quand même pas mal de gens qui sont débutants intermédiaires et ça permet de donner accès à des débutants intermédiaires de la compétition. Et puis aussi pour permettre de développer le sport, je sais pas quoi d'autre. En gros, t'as 3 casquettes maintenant et c'est aussi pour développer le sport et de manière indirecte aussi ton activité, j'imagine. Évidemment, parce qu'en faisant des compétitions, ça ramène du monde. Ça permet aussi à moi, mes coachés, de les emmener en compétition. Parce qu'il y en a plein qui veulent pas, j'ai pas le niveau, je me sens pas prêt. Alors qu'en réalité, il faut juste prendre de l'expérience, prendre du plaisir. Et ces compétitions-là sont justement faites pour permettre aux débutants intermédiaires de participer. Ok, super. Juste avant de commencer vraiment le podcast, donc là, en fait, pour vous expliquer, on a préparé chacun 2 questions, enfin plusieurs questions en tout cas. On ne s'est pas concerté avant, personne ne sait qui va poser quoi comme question. Donc c'est vraiment spontané, comme d'habitude, c'est le but du podcast. Aussi, pour faire une petite parenthèse pub, donc si vous êtes dans les alentours de Nantes, il y a donc la salle de Enzo, le Strange Lab, aux Sorinières. Donc vous lui envoyez un message soit sur son compte privé, c'est végétal, Sayan-vegeta.le, voilà. Soit le compte directement Strange Lab, ça sera peut-être aussi plus simple. Donc nous, si vous ne nous connaissez pas encore, Lift Trainer, nous sommes une société spécialisée dans le coaching en streetlifting. Nous coachons depuis 2021 maintenant. On suit pas mal d'athlètes de tout niveau. Et puis à côté de ça aussi, on est formateur avec la formation Lift Trainer Global dédiée aux futurs coachs en streetlifting. Et puis on fait des choses aussi à côté. On a la marque Streetlifter, une marque d'équipementier dédiée aux streetlifters, comme son nom l'indique. Ce podcast, le Instagram Lift Trainer, la chaîne YouTube Lift Trainer aussi. Et puis il y a quoi d'autre ? Trop de trucs, on est des couteaux suisses. Franchement. Et donc justement, alors là, moi, j'embraye direct. Je vous laisse pas de répit, les gars. Quasi toutes les interrégions sont passées. Donc pour vous mettre aussi un petit peu, il manque juste l'interrégion sud-ouest. L'année prochaine, j'imagine en 2026 que ça va être mis en place. Donc ceux qui n'ont pas fait sud-ouest avaient la possibilité, ceux qui sont dans le sud-ouest ont la possibilité de participer dans les autres régions, étant donné qu'il n'y a pas de compète chez eux.
Donc nous, on va en accueillir pour FNSL Grand Ouest. Je sais que Nord-Est en a accueilli. Donc là, tout est passé sauf FNSL Grand Ouest, du coup, et donc Enzo, tu es l'organisateur cette année. C'est comment ça se passe du coup, Dak? Donc du coup la Grand Ouest là elle est au Strengths Lab cette année. Donc avant elle était à Fitness Park Beaulieu et du coup on a trouvé un lieu un peu mieux on va dire, un peu plus adapté. Donc ça sera uniquement sur le dimanche pour vraiment monopoliser toute la place. Et puis j'espère que ça va être sympa. En tout cas on commence à organiser petit à petit. On a déjà sorti le planning. Donc pour les athlètes qui participent, n'hésitez pas à aller voir du coup sur le compte FNSL Grand Ouest. Et puis voilà, ça va être sympa. Ok. Est-ce que tu voulais commencer par ta première question, Enzo? Je te sens chaud patate de fou là. Ok, vas-y. Alors, du coup, c'était un sujet que vous avez déjà évoqué avec Coco et Lohan, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je voulais voir un petit peu aussi avec un coach ce qu'il en pensait. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, des séances 4 mouvements et à partir de quel moment tu les intégrerais du coup dans une programmation, si tu es pour ou si tu es contre donc voilà. Bah écoute, je suis pour, parce que ça fait maintenant, je dirais, 6 mois, 1 an que je les introduis de plus en plus. Surtout là, avec toutes les compétitions qu'il y a eu, interrégionales. Il y a quelques finales rep un peu partout dans le monde. J'ai coaché plusieurs personnes sur les final rep et j'ai mis en place des séances 4 mouvements. Vraiment très très spécialisées en reproduisant la compète. Et je vois que des bons résultats. Je pense 2 grands points. La première, c'est que tu es spécialisé. Tu fais un effort qui est long, donc ça va se transférer automatiquement dans la compétition. Si tu as des problèmes d'endurance musculaire ou que tu n'es pas prêt à faire une séance avec 4 mouvements. Okay. Et surtout, ça permet de mettre en confiance. Donc, il faut savoir bien incrémenter les charges. Il faut savoir organiser correctement son bloc. Parce que si la personne, évidemment, elle fail des charges milieu de bloc ou fin de bloc, tu perds de la confiance. Mais si tu gères bien, elles vont se mettre en confiance. Elles vont comprendre qu'elles sont capables de faire des efforts longs. Et en même temps, il n'y a rien de plus... Il n'y a pas plus spécifique que ces séances, donc je pense que c'est pas mal. Et j'introduis aussi quand même sur les blocs précédents des séances plutôt 3 mouvements aussi, pour préparer les personnes, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude. Parce que si tu n'as jamais fait de séance 4 mouvements, que de base tu as un peu du mal avec l'endurance de force et que tu fatigues vite, une séance 4 mouvements ça peut vite t'éteindre. Donc moi je vois que du plus, que des bons résultats. Donc voilà. Ok. Et toi Marco ? Moi je vais redire ce que j'avais déjà dit. Du coup non, avec Enzo on les intègre assez tard à l'approche d'une compétition. C'est vrai qu'en hors saison on fait jamais de séance 4 mouvements, hormis peut-être sous demande express du coaché en mode j'aimerais bien me tester et tout. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour mettre en condition et surtout pour rassurer avant une compétition. Pour ressentir aussi la fatigue que vous allez avoir le jour J. Ça, c'est aussi important. Et par contre, c'est vrai que pour moi, ça va pas être des séances qui vont produire, qui vont créer une progression. C'est des séances qui vont viser à se préparer plutôt mentalement et physiquement aussi à une compète, mais pas dans un but de construction. À la spécification voilà, et puis c'est ça. C'est vrai que moi aussi, tu vois, typiquement j'ai fait Île-de-France là le week-end dernier. Donc j'avais fait ma dernière séance 4 mouvements pour aussi faire mes last warm-up ou mes openers. Et puis je trouve que c'est bien aussi pour mettre en confiance l'athlète dans le sens où il va du coup faire des warm-up qu'il va pouvoir réaliser en compétition, réinstaller sa routine et vraiment aussi, vu que nous on n'a pas l'habitude de mettre ce genre de choses en place, c'est bien aussi comme ça l'athlète peut vraiment commencer à se mettre en place sur sa routine d'échauffement, sur ce qu'il va devoir mettre en place, comment est-ce qu'il va se alimenter pendant sa compétition et tout. Donc voilà. Donc voilà, en gros, c'est des choses qui sont intéressantes à implémenter dans les entraînements. Voilà, mais pas à 100%. Je pense. Voilà, ouais. Moi, c'est pas systématiquement. Ouais, grosso modo, on va dire que c'est très bénéfique parce qu'on est spécifique, mais pas pour tout le monde. Et il faut bien le faire dans un but. Et j'ai l'impression, après c'est de l'expérience, c'est souvent les personnes qui sont intermédiaires qui galèrent le plus à faire des 4 mouvements parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Mais des personnes un peu plus élites, comme tu le dis, ça permet de gérer les échauffements et surtout de les préparer au compte pour la confiance. Donc, pas pour tout le monde, mais si c'est bien utilisé, c'est vraiment ultra bénéfique. De toute façon, on ne peut pas être spécifique tout le temps à la pratique, sinon il y a un moment, il n'y a plus de progression. Donc voilà.
Sinon, j'avais une question en tant que coach, et justement, on l'a un petit peu évoqué aussi tout à l'heure, quand on parlait de la compétition. Donc, à partir de quand vous conseillerez à un athlète ou à quelqu'un qui se lance dans le streetlifting de prendre un coach, de prendre un suivi, et voilà aussi à partir de quel moment, Ça, c'est la question. et à partir de quel moment aussi vous conseillez à un athlète ou quelqu'un qui s'entraîne du moins dans la pratique de commencer les compétitions. Ok, donc il y a deux questions dans la question. La première, en fait, je pense que ça va être individuel et justement, moi, je vais questionner la personne. En fait, justement, la personne doit se poser elle-même la question, c'est quoi mon objectif? C'est quoi l'intérêt? Quel intérêt j'aurais? Quelle plus-value j'aurais à avoir un coach? Il y en a une multitude, hein, bien sûr. Et donc, en fait, pour moi, les gens qui n'auraient pas besoin d'avoir un coach, on va dire, ce sont les gens qui auraient une pratique en dilettante, en mode moi je compte pas faire de comp, je compte pas vraiment non plus performer, je m'en fous de prendre du temps à progresser. Vraiment, moi je m'entraîne pour m'amuser. Sauf que le streetlifting, quand on veut performer, c'est pas de l'amusement. Et ça, je le dis souvent. C'est pas un truc cool. Je crois que je l'ai même dit dans le précédent podcast. C'est refaire la même chose longtemps et c'est ce qui va donner des résultats. Donc ça, c'est la première chose. Donc au final, je connais quand même très peu de personnes qui sont dans ce cas-là en mode moi je m'en fous de progresser vite, je m'en fous de faire des compètes ou quoi, parce que streetlifting est vraiment très lié à l'aspect compétitif. Et après, dans l'autre cas, c'est quoi? C'est je veux gagner du temps, je veux avoir une expérience qui est liée justement au coach qui va me suivre. Je veux aussi peut-être être dans un environnement propice à la progression. Je veux être impliqué dans ma pratique. Je veux être suivi en compétition, etc., etc. Je pourrais en énumérer des tonnes. En tout cas, pour moi, il n'y a que des bénéfices à avoir un coach. Si c'est votre truc, le streetlifting. Si là, vous êtes dans une période un peu entre deux, vous testez le truc, vous n'êtes pas sûr de faire du streetlifting et tout, ça sert à rien de prendre un coach, c'est clair. Par contre, si vous voulez faire des compétitions, surtout qu'aujourd'hui la majorité des gens sont coachés, c'est presque ne pas arriver, c'est presque vouloir avoir comment on appelle ça dans les jeux vidéo, avoir une difficulté supplémentaire, en tout cas de ne pas prendre de coach, parce que tout le monde est coaché et vous allez arriver sans être coach, donc sans être coaché. Donc vous allez annoncer vos barres, vous allez être complètement paumé parce que vous aurez forcé comme un malade sur les essais et tout, complètement désorienté après un essai. Vous allez devoir vous-même annoncer les barres. Ouais, je me sens bien, je suis trop chaud. Vous êtes RPE 10 sur le deuxième essai, super la gestion de compétition, aucune objectivité, etc., etc., etc. Et pareil sur votre entraînement. D'ailleurs, je pense que c'est une question que je poserai après à Enzo. Enzo, là, ça fait longtemps qu'il s'est pas fait coacher. Je crois que tu t'es pas fait coacher pendant 1 an et demi quasiment. Tu es en auto-coaching. Après, Enzo, il est coach. Il est avancé en streetlifting. Donc, lui... Voilà, il était sur une hors-saison et en fait justement là il avait besoin de retrouver un œil extérieur, une objectivité et aussi et surtout un accompagnement, même s'il l'avait aussi au sein de la team Lift Trainer, mais peut-être plus parce que il y avait il y a une vue maintenant sur son entraînement et du coup en fait presque c'est, enfin tu te voyais pas y aller sans coach quoi. Donc là, on parle d'un athlète élite et tout qui vise des compétitions internationales et tout, mais ça vaut aussi pour quelqu'un qui voudrait se préparer aux interrégions, etc. Et en fait, alors nous, c'est clair, on va pas se cacher et vous vendre du rêve et tout. Nous, c'est clair que c'est notre fonds de commerce, on vit de ça aujourd'hui. Mais en fait, moi, je me fais coacher, Enzo se fait coacher, Luc se fait coacher. Donc en fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'on est le reflet aussi de ce qu'on conseille. On ne vous dit pas juste de vous faire coacher alors que nous, on n'est pas coachés. Nous, on trouve ça indispensable pour nous-mêmes déjà, en fait. Donc déjà, on est aligné sur ça. Et j'ai beaucoup parlé, je vais donner la parole à Luc.
Ouais, tu m'as fait un beau monologue. J'étais lancé là. Donc, à partir de quand se faire coacher pour toi? En vrai, il n'y a pas de date. Si on a impliqué, qu'on a envie de progresser, prendre un coach, c'est la meilleure solution. Surtout qu'on le sait, prendre du plaisir à l'entraînement, ça veut dire monter sur ses charges. Enfin, si on ne progresse pas, on ne va pas prendre de plaisir. Donc, automatiquement, si on prend un coach, on va progresser, on va prendre du plaisir. Quand on prend un coach, ce n'est pas non plus juste pour progresser. On va apprendre, on va réfléchir. Moi, j'instaure aussi beaucoup de prépa mentale. Je ne suis pas juste le robot qui va dire ok, fais 3 fois 1 à ça. Non, viens, on apprend, on discute, on réfléchit. Et la personne, elle est contente en fait, de se faire accompagner, au-delà du fait qu'elle va progresser. Et à tous les niveaux, si vous êtes prêt à prendre un coach, ou si vous avez une petite hésitation, il ne faut pas hésiter. Il faut prendre, vous n'allez pas le regretter. Parce qu'en fait, dans tous les cas, vous allez progresser. Alors oui, je sais que c'est un investissement. Souvent, on a peur, on se dit 130, 140, 160. Mais derrière, c'est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Parce que si vous investissez sur vous-même, il n'y a que du plus. Confiance en soi, progression, apprentissage. Et à tous les niveaux, quoi. Débutant pour progresser, intermédiaire pour éviter les plateaux. Et même des athlètes ou coachs, parce que se faire coacher en tant que coach, ça peut paraître bizarre. Mais avoir un avis extérieur, avoir des méthodes, des pensées différentes, ça joue. Et surtout une décharge mentale. Après, moi, si j'ai pris une coach, c'est surtout pour ça. Avoir un avis subjectif, c'est dur. Alors que quand on a quelqu'un qui se fait sa prog, on va à l'entraînement, on réfléchit pas, on fait. On sait sur quoi on bosse. Et, moi, c'est surtout pour ça que j'ai une coach, c'est me délaisser mentalement, parce que je supporte pas faire ma prog après mes coachés. J'ai vite tendance un peu à skip ou à mal faire, donc je me fais coacher. Pour moi, c'est un indispensable. Ouais, et puis il faut pas oublier qu'on est des humains avant tout aussi, comme l'a dit Luc, c'est pas on va balancer une prog, c'est un échange avant tout. Et c'est ça aussi l'avantage du coaching et surtout du coaching en ligne, c'est que c'est beaucoup d'échanges. On parle avec les athlètes pratiquement tous les jours, donc à force on les connaît. Et puis je trouve que c'est quand même une satisfaction aussi de justement les rencontrer, vous rencontrer en compétition et nous faire kiffer en compétition. Et donc en parlant de la compétition du coup, pour vous, à partir. J'avais juste un truc. Je pense que le côté humain est sous-estimé dans le coaching. Ouais. Et moi, j'en ai fait vraiment ma passion. Et si je pousse tous mes coachés à faire de la compète, c'est aussi pour les voir performer, peu importe leur niveau. Ils n'ont pas de muscle-up. Ouais. Tu vois ton gars passer son premier muscle-up en compétition, tu es juste trop fier. Et lui, il va voir que ton coach il est fier. Et le côté humain, il fait trop plaisir dans le coaching et il est souvent sous-estimé, je pense. Ouais, c'est en fait. C'est un service que vous souscrivez à un service quand vous prenez un coach, mais en fait vous allez créer une vraie relation avec la personne et même des fois un petit peu involontairement, on va dire. C'est pas le but premier pour lequel vous avez fait appel à un coach, mais vous allez malgré tout, des fois, parce qu'il y a différentes personnes, il y a des gens qui sont très extravertis, d'autres très introvertis. Et ça va mettre plus ou moins de temps à créer une relation de confiance selon les profils. Et donc, moi, je trouve ça, c'est vrai, sous-estimé. Et que ça aussi, il y a une dimension humaine. On parle pas trop souvent, on parle beaucoup des résultats. Mais moi, vous voyez, par exemple, le week-end dernier, on était en compétition. Ok, d'accord, les résultats en compétition, par exemple, c'est ce qui, moi, m'importe le plus. Mais même peut-être au-delà de ça, ce que je trouve aussi méga important, c'est que la personne, elle soit fière d'elle, elle soit contente de sa compétition. Et même si elle n'a pas over-performé de malade mental ou quoi, mais en fait, souvent, moi, la question que je pose, c'est est-ce que tu es content ? Est-ce que tu es content de toi, de ta performance, etc. Et même des fois, souvent, je fais le point en fait avec les athlètes pour savoir en fait c'est quoi ton état d'esprit là en ce moment, tu te situes comment, est-ce que tu peux. Alors nous, on a dans notre suivi, on a un questionnaire hebdomadaire sur justement l'adhésion à la programmation par exemple, etc. Donc ça nous donne déjà des bonnes indications. Et par exemple, si on voit que la personne elle a un faible niveau d'adhérence à la prog, on va aller lui poser automatiquement la question. Mais des fois même, je trouve que c'est bien de carrément aller à l'information directement et pas juste se baser sur des Google Sheets ou des trucs comme ça. Vraiment avoir une discussion en mode vas-y, viens, tu me fais un petit audio là pour savoir comment tu te sens, etc. Donc ça rejoint énormément ce qu'ont dit Enzo et Luc.
l'aspect humain, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je pense. On le met vraiment... Les résultats, Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, l'aspect, on fait un boulot en fait où l'humain, on peut pas être un robot en fait. Et je pense que vous, ça vous saoulerait d'être coaché par un robot. Sinon, tout le monde prendrait une prog automatisée et puis let's go quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, T'avais d'autres questions, toi ? Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et puis du coup, ma prochaine question, c'était un petit peu aussi la même chose. C'était à partir de quand est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, vous conseillerez à quelqu'un de commencer la compétition, quoi. Pour moi, il n'y a pas de niveau. En vrai, j'ai déjà accompagné des personnes très débutantes. On ne peut pas déjà définir niveau débutant, intermédiaire, élite, parce que on n'a pas encore de niveau régional, interrégional. Mais on va dire que le débutant, il n'a peut-être pas encore de muscle-up, il est vraiment faible sur certains mouvements, je dirais 4 à 6 mois de pratique. L'intermédiaire, 1 an et demi, et quand on a déjà un peu plus de niveau confirmé, 3-4 ans, on peut faire de la compétition, peu importe son niveau. Il faut juste avoir envie et ne pas voir que la finalité des résultats. Parce qu'en compétition, c'est pas juste je fais des muscle-up, c'est je vais goûter au stress, je vais voir comment je réagis. Il y a une petite prépa qui se fait à l'arrière, on rencontre des gens, parce que c'est bien beau les réseaux. Ça, c'est un truc que je veux en parler. Les réseaux, c'est bien, mais aller dans la vraie vie, faire des compétitions, rencontrer des gens, vous allez voir que peu importe votre niveau, vous allez kiffer. D'accord avec moi ? Même si évidemment, dans les 3/4 du temps, je suis déçu de ma compétition, j'aurais voulu faire mieux. Mais peu importe son niveau, on aura envie de revenir en compétition parce que c'est trop bien, quoi. C'est du plaisir aussi, souvent oublié. Mais performer sous stress, c'est important et vous allez kiffer. Moi, je pense aussi, et ça rejoint ce que je disais, c'est que souvent, ce qui revient quand j'ai les discussions avec les athlètes où justement je fais le point et je leur dis, est-ce que d'ailleurs tu vises une échéance là ? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire et tout ? Et en fait, souvent, ce qui revient, c'est j'aimerais être fier de ma première compétition. Donc en fait, moi, des fois, ce que je fais tout le temps même, c'est que je ne force jamais quelqu'un à faire de la compétition. Je l'encouragerai toujours à aller dans ce sens-là, mais je ne force pas les choses. C'est-à-dire que si la personne, elle se sent pas prête, elle se dit moi, franchement, si aujourd'hui je ferais une compète, je serais pas vraiment fier de ce que je vais produire. Je dis ok, on se laisse encore pas mal de temps et puis on refait le point dans 6 mois et on voit ce qu'il en est. Mais je trouve que c'est ça en fait, c'est peu importe ton niveau, mais quand toi tu te sens prêt, et si toi en fait, faut que ça soit pour les bonnes raisons. Moi, la seule raison valable, c'est être fier de ses performances, sans pour autant se dire je vais faire 500 de total et là je serai fier. Non, tu peux être fier en faisant 300 de total, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment le truc. Et il faut pas que ça soit par contre d'autres raisons en mode non, j'ai vu les résultats de l'année dernière, les mecs avaient l'air chauds. Non mais ça en fait on s'en fout total. C'est les mecs déjà, il y a personne qui va vous juger. J'ai jamais vu ça. Je sais pas si vous avez vu. Enfin, ça fait 5 ans qu'on est dedans. On n'a jamais vu qui que ce soit se moquer ou quoi. Donc, les gars, et les filles aussi, les femmes. Mais les femmes, je trouve que plus ça va et plus elles le font quand même. Mais, et ce qui est génial justement avec les régions qu'on a mis en place, nous, dans le Grand Ouest, c'est que les hommes et les femmes n'avaient pas besoin du muscle-up et on sait que c'est vraiment le truc qui freine. Et c'est justement pour répondre à la question d'Enzo, je dirais avoir son muscle-up. Peut-être c'est le prérequis au niveau des performances pour faire une interrégion ou des France, forcément. Mais et se dire je serai content de ce que je vais faire en compète. Voilà. Mais regardez pas ce que les autres font. Concentrez-vous sur vous en fait. C'est fini. Ouais, concentrez-vous sur vous, c'est tout. Je rebondis rapidement. Le nombre de personnes que je vois en compétition débutante, tout le monde les encourage parce qu'en fait on est content de voir des nouvelles personnes. Tu vois. Parce que c'est bien l'élite, mais tout le monde est content de voir les débutants, les intermédiaires faire le pas en compétition. Puis on voit aussi plein de femmes, plein d'hommes
réaliser leur premier muscle-up en compète. Mm. Il n'y a rien de plus gratifiant, je pense, que de réussir son premier muscle-up en compétition parce qu'on sait que c'est difficile, c'est un sport compliqué. Donc faites de la compète. Moi, je pousserai toujours mes coachés à en faire. Je mets dans mon groupe de coachés un planning. Voilà, vous avez toutes les compètes disponibles sur le premier trimestre, deuxième trimestre. Et ben, qui est chaud, qui veut faire quoi, on avise et on fait une petite prépa, on prend du plaisir. Très bien. Bah, merci pour ces réponses. Hein. Je suis très d'accord. Hein. Moi, de toute façon, Très d'accord. je suis un mec chill. Est-ce que tu as d'autres questions? J'ai d'autres questions, mais je vous laisse la parole. Moi, j'ai une question. Là, on va changer un petit peu de registre. Et c'est une question un petit peu plus d'actualité. Et là, je vais vous mettre dans la sauce, les gars. Et il donne le micro. Non, je vais vous mettre dans la sauce gentiment. C'est quoi vos pronostics pour les sélectionner au monde dans chaque KT, hommes et femmes? Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les femmes, ça se comprendrait. Enfin, toi, Luc, tu suis des femmes aussi, donc tu vas être au courant. Enzo aussi. Mais on a moins en tête, on va dire, les athlètes féminines souvent, ce qui n'est pas le cas pour nous, bien sûr. Mais commençons par les moins de 66. Du coup, c'est quoi tes pronos? Donc on est d'accord, 8 meilleurs totaux vont au championnat du monde. Ouais. Donc, les 8 meilleurs totaux du monde. Compliqué parce que, voilà, pour remettre dans le contexte, avant c'était par pays, maintenant c'est les 8 meilleurs. Et j'ai coaché un gars qui faisait Final Rep Chilean Pro, donc les championnats au Chili. Et j'aurais jamais pensé que le niveau serait aussi haut dans les autres continents. Je pense qu'il sous-estime énormément les autres pays. Mais bien sûr. C'est moi qui fais pas mal d'analyses et qui me renseigne sur les athlètes d'autres pays, la technique, le niveau. Je vous assure qu'il n'y a pas que les Français qui sont forts. Bien sûr. C'est fini l'époque où les Bien Français sûr. ils étaient top tier. C'est juste parce que les autres, ils n'étaient pas là, c'est tout. Voilà. Maintenant, le retard, il est rattrapé. Donc 66, je sais pas. En fait, il y a tellement encore de compètes qui vont arriver là que c'est compliqué. Mais T'es obligé de dire un nom, Luc. Un nom? Ouais. Un seul nom, tu dis? Ouais. En 66... Moi, tu veux que je le donne avant, si tu veux. Vas-y, donne-moi le nom. Moi, je pense le coaché de Marie, Julien, ouais. Ouais, Julien, ouais. Je pense que Julien, premier, hein, moins de 66. Hein. Il y a encore... il y a Youssef, Achoura, je pense. Après, on parle juste en France. Hein. Juste en France? Ouais. Julien. Julien. Hein. Il y a Cyril aussi en 66. Ouais, mais du coup, qui feront les mondes, hein, moi je parle. Hein. Ouais, top 8, je me dis... Il y a un gars qui faisait des pronostics sur les totaux. Donc faut compter. Parce que du coup, si c'est un top 8, on est d'accord que par exemple, si les 4 meilleurs ils sont en France, il y a 4 Français qui partent au monde, on est d'accord. Mais honnêtement, en fait, trop compliqué, il y a encore tellement de compétitions. Moi je reste sur Julien. Moi. Julien, surtout que du coup, je suis dans. C'est Marie, ma coach, qui coach aussi Julien. Progression fulgurante. D'ailleurs, il fait la compétition avec moi là dans quelques semaines. Oui, je pense qu'il va sortir un immense total. Il est très, 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 très fort. Donc, moins de 66, on est d'accord. Julien, moins de 73. Moins de 73, Johan. Parce que du coup, il a participé à la compétition que j'ai organisée. Non, il est en moins de 80. Ah oui, il est en moins de 80. Putain, il est pas focus. Hein. Il était là en plus. Hein. Bah oui. Du coup, moins de 73. Du coup, il a sorti combien sur la compète nord-est? 485. Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte. Au moment où il l'a fait, c'était le deuxième meilleur total en 73. Ok, ouais. Ex aequo avec l'italien Ok. qui était aux Europes, mais bon, bref, je pense qu'il sera qualifié. 80, je pense qu'en français, il y aura JR. Il a fait 480. Raoul, hein. Bah oui. Mais Raoul, il y a Aubin. Bah, il y a Aubin déjà, c'est sûr, il y à a Aubin. 100%. je dirais JR, Raoul, Aubin. 94. JR, il a fait 87. combien au Île-de-France, tu t'en rappelles plus? Non. Je crois qu'il a fait JR, 480. si t'écoutes le podcast, tu mettras en commentaire ton total. Merci. Donc là, c'est les moins de 87 kilos. Les pronostics pour vous, les gars? Donc on a dit Captain. Ludo. Moins de 87. Captain. Bah après, je sais pas trop, hein, il est pas très fort, Enzo. Non, ouais, Captain et Enzo, je suis en moins de 87. Et après, ça se trouve qu'on oublie des gens. Hein.
Évidemment qu'on oublie des gens, Bah oui. mais on peut pas retenir tout le monde. Donc moins de 94 après, là il y en a une flopée. Baki, Ludo, Théo Et même potentiellement Alix aussi. Hein. Ouais, Ouais. c'est vrai. Donc on Ouais, verra. il y a du Ça va être monde, je une pense. grosse bataille. Je pense que là c'est la KT où potentiellement il y a le plus de Français, je pense, en moins de 94. Oui, je pense. Bah, de toute façon, il y a même Perry aussi, il y a Tonio. Cette Ah oui, année, c'est c'est vrai. la grosse Tonio KT moins de 80. Ouais, il passe en moins de 94 cette année. Ah ouais. Ouais. Donc là, du Il a coup, cette perdu année, c'est combien là où il y en aura 20 le kilos plus- Ah non, il a gagné. Tonio. Ah Non. non, pardon. Mm. Ah oui, non, pardon. Tonio, il doit peser 100. Bah oui, 110, c'est pour ça. non Non, j'ai inversé avec Perry. Ah oui, ok. Mais oui, il y a Perry aussi. donc, Ouais, il y a ça va être du une gros grosse KT. level. Hein. Ouais. Ouais, si t'as pas 500. Ah bah là, c'est bien plus que 500 là. Hein. Ouais. Là, c'est un Ah oui, délire, je mais sais. déjà, Ludo, il a Bah, fait 515. Je Bah crois. déjà, c'est Xavier là. Ah, tiens, Xavier. on va faire une petite aparté. Oui, on va faire une petite aparté. Est-ce que vous avez vu l'exécution des performances de Xavier sur le qualifieur en Italie? Oui. Est-ce que tu as vu Enzo? Est-ce que tu as vu Luc? Non. Non. Si. Ça m'a peut-être pas choqué. Ah ouais, parce que moi ça m'a un petit peu choqué. Toi, t'en penses quoi, Enzo? Ça dépend de quoi tu parles. Ça dépend de ce que tu vas dire. Tu parles de quoi? Bah que Sur Muscle Up ouais, par exemple. Ouais. Sur Bah, le tirage hyper tardif et tout. on est d'accord que c'est no rep le muscle up. Ouais, bah. À la fiction de genou. Ah bah attends, il Ouais. y a un retour de Oui, malade. Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Tu Oui, t'en bah oui, rappelles de oui, ce oui, muscle up là? justement, oui, oui. Tu l'as vu aussi ou Oui. pas? Je me suis dit Non, qu'en Luc, fait, Luc en fait il attend fait sur la genre barre. Il attend attends, sur la c'est qui barre, Xavier déjà? Il attend sur la barre, ouais, il s'arrête sur la barre. Ouais, en fait, c'est Ouais. pas les en fait tout Ouais. ça, on veut pas dénigrer, c'est monstrueux Ah bah machin oui, et tout. ils sont- Mais c'est juste au niveau des standards, on n'a pas du Ouais. tout les mêmes standards qu'en Italie par exemple. Mm. Donc je trouve ça un peu abusé. Mm. Et là-dessus, Final Rep, on est toujours en train de les saucer. Oh, Final Rep Final Rep, les gars, faites le taf au niveau des gens avec Standard, qui vous bossez. Et essayez de standardiser les qualifieurs parce que là, c'est n'importe quoi. Mm. Enfin, Bah, c'est ça, c'est que ça laisse l'avantage c'est- aussi à c'est d'autres, n'importe quoi. d'autres Ouais. Open en fait parce que bah, les arbitres ils sont pas standardisés. Tu Ouais. vois, c'est pareil quand j'ai vu au Chili et tout, ça avait l'air d'être bizarre. Ils donnaient le start alors que le mec venait juste de mettre sa main sur la barre. Ah ouais, d'accord. Il Ouais. venait tout juste de mettre sa main, il disait Ok. start. Oui. Ok, ah ouais. Donc, Bah, Ah ouais. ouais, mon gars, il arrivait, il touchait la barre, start. Ah ouais. Du coup, ben, moi, il était. Ah, mon coach, il m'a pas appris ça. Ah bah ouais. Mais en fait, je pense que chaque pays a un peu ses anciennes règles. On leur a dit, voilà les nouvelles règles. Il n'y a pas du Ouais, tout des ils juges ont pas qui lu, sont en mis fait. à la page. Ils ont pas lu. Donc, Ouais. plus les erreurs, le stress, Ouais. l'orga qui est peut-être pas parfaite, Mm. je pense que c'est déjà compliqué. Donc ça, c'est en plus de 94 maintenant. Donc moi, je disais le dernier Mike, finaliste enfin le premier de l'année dernière, et potentiellement Maxime aussi. Ouais. S'il y en a d'autres, pareil, hein, vous nous dites en commentaire. Et maintenant chez les femmes, donc moins de 52, aucune La fourmi- hésitation. La fourmi Ludivine. La fourmi, elle fourmi, Ludivine, Elle fourmi, toi. on va quand même parler d'Agathe, bien sûr. parce qu'elle est dans la team Butcher, que je représente. Oui, mais Ludivine, la team Live Trainer. Bah ouais, elle est qu'on dans la représente. team Live Trainer, mec. Et, elle Fais lui gaffe, parce met, que Marie, elle va péter un câble. Marie, on t'aime, Marie, si tu nous écoutes. Après, moins de 57, du coup, Margot, on disait, sûr. Bravo. Il y a qui d'autre Bah après, on disait qu'il y a des 63 qui pouvaient passer en Ouais, voilà. 57 et inversement. Donc, Ouais. ça peut varier en fait. Ouais. Donc, on peut être surpris, je pense, entre les deux catégories 57-63. Mm. Mais deux sur Margot. Julie. Ah, mais bien sûr, Évidemment. Julie, bien sûr, on l'a oublié. Mm. En moins de 57, du coup. Oui. Aussi, ouais. Toujours. Ouais, bien sûr, Julie, bien sûr. Et je pense qu'il va y avoir des surprises au front Ah, il y a cette année. Céline aussi en moins de 52. Non, elle les fait pas cette année. Ah, ok. Elle fait pas de street lifting. D'accord, je suis pas à jour, moi. J'arrête le street lifting. Tu suis pas en fait. Oh là là. Et donc en moins de 63 maintenant. Pauline. Non, tu sais le mec. Toi, t'as pas à jour, toi. Non, j'ai pas regardé les actualités. Non, il y a. 63. On reste bouche bée sur celle-là. Hein. Après, ça change de catégorie, ça nous fait des surprises à chaque année. Donc moins de 70. Alice. Ouais, du coup, Alice.
Et honnêtement, je vois pas trop parce que il y avait qui l'année dernière? Vous vous rappelez du podium en moins de 70? Non, 70, non. Non? Et en plus de 70, du coup, Ada et Alexandra, Oui. pour moi. Voilà. Faites vos pronostics en commentaire Ouais. pour la catégorie Voilà. 63. Est-ce que tu avais parce que je crois que Luc, il a une question depuis tout à l'heure. Bah, du coup, on va changer. On va rester dans le street. Moi, c'est une question à propos de l'entraînement. Ça m'a toujours titillé. C'est la mentalité. Comment tu vois la progression à l'entraînement? Comment il faut s'entraîner? Qu'est-ce que tu mets en place à l'entraînement pour bien progresser? Que ce soit t'entraîner avec des gens, t'entraîner tout seul. Enfin, la mentalité générale que tu as à l'entraînement. Ça m'intrigue beaucoup. En parlant de nous, en tant qu'athlète, Toi, et est-ce que tu mets des choses en place pour tes coachs Ok. là-dessus? déjà, c'est ce qu'on répète souvent à nos coachés aussi avec Marco. Dès la semaine 1, dès qu'on arrive sur le nouveau bloc, pour moi, la mentale, il faut que ça passe le plus rapidement possible, le plus proprement possible. Dès que j'arrive à mon entraînement, pour moi, il faut que ça passe le plus facilement possible. Il faut vraiment que les RPE, ils explosent, tu vois. Et après, à partir de la semaine 2, 3, j'essaie de me fixer des RPE et de suivre ces RPE. Par exemple, j'ai cette charge-là à faire. J'essaie de me dire, ok, je la passe RPE 7,5, je la passe RPE 8. Et comme ça aussi, c'est bien de te mettre justement Visualiser, c'est ça, se mettre cet objectif-là Mm. pour que justement tu aies cette intention à fond de sensation, quoi. Ouais, on a aussi, comment dire, Les cheats, non, mais je veux dire, les axes de travail pour chaque bloc aussi et les focus aussi sur les exos en question. En gros, ils ont des devoirs perso à faire. Hein. Ils savent exactement sur quoi se concentrer, le but du bloc, donc ça c'est plus général, l'échéance en question, etc. Et ta question d'ailleurs exacte, tu pourrais juste me la reformuler? La mentalité, comment tu fais quand tu ouvres la porte de ta salle? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour bien progresser? Ok. Ok. Et en fait, pour moi, cette question, elle est intéressante. Et justement, c'est tout ce qu'il y a aussi en amont que je trouve le plus important. Parce que finalement, juste aller s'entraîner, c'est peut-être la partie la plus simple. Et je pense qu'il faut faire aussi un travail avant. Parce que si tu fais pas les choses correctement, en fait, t'as beau être méga motivé à l'entraînement. Ça va pas fonctionner en fait. Donc pour moi, par exemple, le truc numéro 1, c'est le sommeil. Hein. Si vous êtes mort ou quoi, ça va pas donner des bons résultats, à part pour des exceptions. On en parlait hier avec Luc, qui arrive à quand même bien gérer des gros niveaux de fatigue, mais c'est extrêmement rare. Hein. Ouais, voilà. Donc pour moi, le numéro 1, ça va être la fatigue, donc le sommeil. Ça va être aussi l'alimentation, bien sûr. On le voit, nous, sur nous-mêmes au quotidien. Plus on fait gaffe à comment on mange, plus on se prépare les trucs, plus on arrive à l'entraînement, on est déter. Parce que bien sûr que l'alimentation, ça joue un rôle sur le physique, mais aussi sur votre psychologie, sur votre façon de vous sentir, en fait. Ça, c'est hyper sous-estimé. On croit que l'alimentation, c'est juste des calories. Mais en fait, non, ça influence aussi sur votre psychique, en fait, l'alimentation. Donc ça, c'est important. Et après, le troisième truc qui vient, bien sûr, c'est le stress, votre vie à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie, justement, pour améliorer vos niveaux de stress? Qu'est-ce que vous mettez en place? Donc ça, on va dire, c'est pour moi les trois piliers avant de franchir la salle. La porte de la salle. Et maintenant, quand tu rentres dans la salle, parce que c'était la question, déjà pour moi, ça va dépendre beaucoup de votre psychologie, justement, de votre profil. Est-ce que vous êtes un mec qui se distrait facilement? Est-ce que vous êtes un mec, un ours, qui va s'entraîner, qui va parler à personne, qui va faire une tête de tueur en série? Voilà. Donc, par exemple,
j'ai déjà coaché un certain nombre de personnes à qui je disais, et je le voyais même dans les retours d'entraînement, que la personne, elle était trop distraite, elle parlait aux gens, machin et tout. Et en fait, je lui disais, bah, peut-être, enfin, limite, peut-être change de salle, tu vois. Enfin, là, j'étais extrémiste, mais peut-être soit dans un environnement où justement tu vas pouvoir plus focus. Donc ça, c'est un truc, c'est une piste, on va dire. Il y a aussi les training partners avec qui vous allez être. Moi, par exemple, je m'entraîne tous les jours avec Enzo. Et en fait, avec Enzo, on s'accorde parfaitement sur notre façon d'être à l'entraînement parce qu'on sait quand est-ce qu'il faut qu'on soit concentré et potentiellement aussi qu'on ne dérange pas l'autre, qu'on ne lui parle pas même, qu'on le laisse se concentrer et tout. Donc, je dirais, il y a ça. Je dis training partner, mais il y a des gens pour qui ça va très bien réussir de s'entraîner tout seul. Moi, par exemple, je me suis entraîné tout seul pendant des années, ça m'a jamais posé de problème et je progresse très bien tout seul parce qu'il faut que je me focus. Donc, il y a, je dirais, comment aborder son environnement à la salle. Qui est aussi très important. Et après, dans la façon de s'entraîner, et ça Enzo il a commencé à le dire, c'est comment vous abordez les choses. Est-ce que vous arrivez en semaine 1, vous êtes en mode touriste, vous êtes en mode vacances, plus aucune technique, plus aucune intention, et vous commencez à vous mettre dedans au fur et à mesure du bloc. Donc ça, énorme connerie en fait. Justement, on en profite en début de bloc pour avoir un focus qui est d'autant plus peut-être important qu'à la fin, même si à la fin, il faut que ça soit important. Mais on va dire qu'à la fin, il faut pouvoir poser un peu plus le cerveau et forcer. Alors qu'au début du bloc, en fait, le but, c'est justement d'avoir un focus qui est extrêmement important. C'est pas en dernière semaine qu'il faut avoir un focus sur la technique. Donc je dirais, voilà, abordez votre séance en mode vraiment déter. Dès la première semaine de bloc, faut être déter. Et puis après, bah, je dirais, je suis désolé, hein, je parle beaucoup les gars, mais vous inquiétez pas, je vous donne la parole après. Et après, il y a la mise en place de votre séance. Vous arrivez sur votre séance, par exemple, à titre perso, là on était en hiver jusqu'à maintenant. Bah moi, là cet hiver, j'ai fait 5 minutes de cardio avant ma séance pour augmenter ma chaleur corporelle, me mettre dedans parce qu'il faisait froid, machin et tout. Alors que ça, l'été, je le fais pas en fait, je le fais pas. Donc ça, c'était une façon pour moi de me mettre dans la séance. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent sur moi. Ils parlent sur moi, les gars. Et donc il y a ça. Oui, je fais du cardio, des fois ça m'arrive. Enfin, du cardio, enfin, je me mets en condition. Et puis après, il y a tout l'échauffement, bien sûr, qu'il faut que ça soit spécifique. Donc les activations musculaires, les exercices spécifiques aussi. Et après, bah, les montées de gamme aussi. Nous, on a un calculateur de montée de gamme d'échauffement dans les documents Sheets qui sont vraiment faits pour avoir des montées de gamme optimales. Voilà, il y a tout ça. Vous filmez aussi systématiquement à l'entraînement et aussi sur les montées de gamme. Moi, j'adore me filmer. On en parlait avec Enzo. Tu te posais la question d'acheter je sais plus le nom de la marque, l'accéléromètre là. Enfin, pas l'accéléromètre, mais les calculateurs de vitesse de mon barre là. Ouais, et du coup, en fait, je lui disais, bah moi, tu vois, je me filme dès la montée de gamme, comme ça, je vois sur mes montées de gamme la vitesse que j'ai comparée à ma séance de la semaine dernière ou des trucs comme ça. Ouais, Donc en fait, vous voyez un peu que c'est pas juste genre je fais ma life en fait avant d'arriver à la salle et puis vas-y, j'arrive à la salle, je fais ma séance. Non, non, il y a tout un truc avant. Et même quand vous rentrez dans la salle, avant de commencer vraiment les charges de travail, il y a toute une mise en condition en fait pour faire une bonne séance. Et souvent en fait, quand vous faites pas toutes ces étapes, je suis désolé, mais ça fonctionne pas. Et nous, on le voit pour nous, mais on le voit bien sûr aussi pour nos coachés. Et en fait, ça aussi, je pense que d'ailleurs, c'est un truc qui est sous-estimé dans le coaching. C'est justement avoir un feedback un petit peu sur ce que font les athlètes. Qu'est-ce que tu fais en fait pour ton échauffement? Alors nous, bien sûr, on va vous dire quoi faire. Mais des fois, c'est un petit peu skippé.
C'est parce ça. qu'on ne demande pas forcément de filmer c'est ou ça. des trucs comme ça. Et en fait, moi, des fois, au bout de 3-4 mois, je dis, bon, écoute, tu vas me dire exactement ce que tu fais sur ton échauffement. Là, je te prends un petit peu en traître, je te prends par surprise, vas-y, dis-moi ce que tu fais. Parce que quand je pose la question, bien sûr, c'est que j'ai vu des trucs et qui sont pas cohérents. Donc voilà, je pense que j'ai un peu trop parlé, donc je vous passe la parole, Luc. Et moi, si je pourrais ajouter un truc, c'est un truc qu'on sous-estime aussi, je pense, beaucoup, c'est l'ego. Et je pense qu'il faut vraiment mettre l'ego de côté. Parce que quand tu rentres dans ta séance et que tu te dis, putain, la semaine dernière, j'ai fait 2 reps, je sais pas, à 100 kilos, et là j'en ai 2 à 70 à faire, ça va être facile, je vais me faire chier, quoi. Ouais. C'est pas un bon mindset, tu vois, ou repasser à l'élastique, tu vois, j'ai fait un réel il y a pas longtemps, repasser à l'élastique au muscle-up et tout. Si tu sais que ça va t'aider techniquement, que ça va t'aider à voir tes standards et tout, tu sais pourquoi tu le fais, il n'y a pas de question à avoir, il n'y a pas d'ego. Pour moi, c'est... Si tu mets l'ego de côté et que tu te dis juste, je suis le Ouais. processus, ok, vraiment, je fais juste mon entraînement comme on me l'a dit. Si je suis frustré, j'essaie de passer à autre chose, je me concentre. Il faut le faire parce que tu seras content quand tu auras progressé. On le sait de toute façon, Ouais. la régression, la stagnation, c'est horrible. Donc faut pas se frustrer, faut pas essayer d'augmenter les charges. Ou alors faut savoir bien s'auto-analyser, mais ça c'est compliqué. D'ailleurs, l'auto-analyse est trop importante, que ce soit à l'échauffement, Ouais. que ce soit après. Faut pas juste, pour toutes les personnes coachées, c'est pas j'ai un coach, solution miracle. Non, surtout pas. Faut apprendre enfin moi c'est ce que je fais dans mon coaching. On apprend à s'auto-analyser, on apprend à comprendre, à ressentir, à rechercher qu'est-ce qu'on peut faire pour être de plus en plus fort. Et ça passe par l'échauffement, ça passe par de l'analyse vidéo. Parce que n'oubliez pas que c'est pour vous que vous le faites, hein. C'est pas pour nous, hein. Nous, on s'en fout, hein. Si vous faites pas un bon échauffement et tout, nous, on s'en fout. C'est pour vous, en fait. C'est tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Et que, en fait, aussi, ça, je rebondis tout de suite parce que sinon, je vais zapper. Mais en fait, quand vous souscrivez à un coaching, faut savoir que en fait, ça vous engage aussi à produire un travail personnel. Ouais. C'est pas juste notre travail qui va produire des résultats. C'est la combinaison de votre et de notre travail. C'est vraiment un travail d'équipe. Si nous, on fait tout et que vous faites rien, il va rien se passer en fait. Donc c'est vraiment un truc, et ça des fois c'est un petit peu, heureusement, plus ça va et plus c'est un truc qui est intégré. Mais il y a des gens encore aujourd'hui qui ont du mal avec ce concept, quoi. C'est ça. Mais il y en a beaucoup qui me disent, mais c'est obligatoire de faire ça. Je dis, mais il n'y a rien qui est obligatoire à faire. Ouais. C'est rien qui est obligatoire. C'est pour toi. Si tu estimes que toi, c'est pas obligatoire, bah tu le fais pas. Mais bon. Après, c'est le processus. C'est souvent, il y en a qui vont dire c'est 50-50. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt limite 20-30% le coach, 70% le coaché. On le voit en réalité, j'ai déjà vu des très mauvaises programmations, des conseils techniques catastrophiques donnés à des coachés. Si le gars il est impliqué, qu'il dort bien, qu'il mange bien et qu'il a envie de progresser, honnêtement il progresse. Donc faut pas l'oublier, soyez réaliste. Moi c'est ce que je fais dans mon questionnaire. Qu'est-ce que tu aimerais, les attentes envers mon coaching, quel perf, court, moyen, long terme. Je regarde, très souvent, c'est irréaliste. Donc on met les pieds à terre. Bon, bah voilà, ça c'est faisable. Si tu t'impliques vraiment, que tu manges bien, que tu dors bien, tu vas progresser. Mais il faut savoir être réaliste, c'est la vérité. Non, mais en fait, ça me fait penser au... Ça, maintenant, on le voit moins, mais vas-y, je fais les France l'année prochaine. Donc, tu vois, dernièrement, je dirais, attends, que je me souvienne bien, un gars, 73-74 kilos de poids de corps, 70 en max. Il m'a dit... En max sur quel mois? Max en dips, 70 kilos. Ok, d'accord. Il m'a dit, j'aimerais bien en 3-4 mois avoir 100 kilos dips. Okay. Pour lui, c'était faisable, mais large. Je lui ai dit, je crois que tu ne te rends pas compte. C'est impossible. Excepté si tu as un passé sportif exceptionnel, mais au vu du niveau et au vu du passé sportif, c'est pas possible. Et remettre les pieds à terre, ça fait du bien parce que souvent, si les personnes elles ont des trop grandes attentes, elles sont déçues et elles vont mettre la faute potentiellement sur les autres ou alors être dégoûtées du sport et c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut être réaliste, s'impliquer. Et je le sais, vous êtes des bons coachs, vous le savez, c'est l'implication qui fait la règle et nous on fait notre taf. Et si les gens ils font leur taf, on le voit, hein. Ça fonctionne dans tous les cas. Bien sûr.
Ouais, carrément. Putain, ça, c'est une super bonne question. Je crois qu'on l'a jamais vraiment Non. abordé en podcast en plus. Et ouais, c'est. Merci, merci. On refera un podcast ensemble. Mais je pense que, en fait, c'est ça aussi. C'est genre, moi, c'est un truc, je voulais le dire aussi un petit peu différemment. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a une multitude de coachs. Et en fait, on voit les gens maintenant qui comparent, etc. Et qui sont à la recherche un petit peu du meilleur coach, on va dire. Mais ok, vous êtes à la recherche de la meilleure prestation de coaching en street lifting. Là, aujourd'hui, on parle de street lifting. Mais est-ce que vous, en fait, vous allez pouvoir vous servir à 100% de ce service, en fait? Est-ce que vous, en fait, ok, vous voulez un mec super bon et tout, mais est-ce que vous êtes un super bon élève? Mm. C'est ça aussi le truc, tu vois. Et tu vois, genre, c'est vrai que nous, des fois, faut le dire aussi, on a un travail qui est un petit peu ingrat parfois, parce qu'en fait, nous, on essaye de faire le maximum, de faire tout ce qu'il faut faire, et en fait, des fois, derrière, on n'a pas l'implication que nous, on aimerait avoir, et en fait, la personne, comme tu dis, des fois, peut rejeter la faute sur nous, hein, parce que on est les premiers concernés. Et en fait, bon, moi, d'ailleurs, ça, c'est des sujets qu'on avait parlé en off avec Enzo. Je dis toujours, quand il y a des frustrations, des interrogations, c'est toujours analyser les choses de manière factuelle et les confronter aux chiffres et les confronter à des trucs en fait pas émotionnels. Parce que ça, c'est hyper aussi important. Quand il y a un truc qui va pas, ça je pense que tu as dû le vivre aussi, Luc, que ce soit les femmes ou les hommes, qui va pas ou qui est pas comme on voudrait à 100% quand on est athlète, hein. En fait, on a trop tendance à être dans l'émotionnel. On n'est pas vraiment dans le factuel. On est dans le truc. Enfin, on se trouve en fait des excuses ou en tout cas des réponses qui nous arrangent. Et en fait, nous, notre rôle aussi à ce moment donné-là, c'est de dire bah non, regarde, là, t'as fait ça, ça a produit ça comme résultat et tout. Non, en fait, c'est pas logique là ce que t'es en train de dire. Ou à l'inverse, enfin, ça arrive pas, mais oui, t'as totalement raison dans ce que t'es en train de dire. Souvent, en fait, les personnes ont oublié, par exemple, des trucs. Je pense, par exemple, à un exemple, je vais pas citer des noms, mais par exemple, un athlète qui était déçu de sa compétition, alors que le mec, il a progressé de malade mental en un an. Et genre, il était pas satisfait de sa compète, alors que le mec, il a eu une progression de malade, tu vois. Et en fait, juste nous, des fois, on est là aussi pour relativiser les choses et dire, bah, en fait, là, non. En fait, là, tu réfléchis sous le coup de l'émotion. Et en fait, regarde, tu vois, regarde les chiffres et tout, ta progression, c'est tant. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et moi, je pense que peut-être que c'est ça à modifier ou des trucs comme ça. Ça, voilà, je tenais à le dire. Bah, complètement d'accord, quoi. Bah oui. Mettre l'ego de côté, en réalité. Bah oui. Oui. Savoir se dire, bon, j'avoue, là, c'était pas bon, là, c'était bon, et puis être réaliste. Soyez En réaliste. fait, on n'est pas là, les gars ou les femmes, on n'est pas là pour vous juger. En fait, nous, c'est notre métier. On a un recul par rapport à tout ça. Et nous, en fait, notre taf, c'est juste vous faire progresser. Ouais. Et en fait, si on vous dit un truc, alors bien sûr, on va toujours vouloir mettre les formes, etc. Mais c'est jamais pour vous enfoncer. C'est toujours pour vous faire progresser. Nous, c'est notre taf, c'est notre objectif. C'est ce qui nous fait kiffer. Ouais. Et en plus de ça, plus vous progressez, en fait, c'est un cercle vertueux. Plus vous progressez, plus nous, on a une image qui est positive aussi de notre coaching, etc. Plus on est content de vous, plus vous êtes content de vous. Donc, en fait, tout le monde est content. Donc, nous, en fait, le pire truc, c'est que vous progresserez pas, en fait. Nous, c'est le pire truc qui peut arriver. Voilà. C'est important. Bah, voilà. Il a raison, hein. Nous, en vrai, je pense que les coachés ne s'en rendent pas compte, mais on s'implique énormément. Enfin, moi, je m'implique comme un fou. Et je dis toujours à mes coachés, il y a un problème, on aura une solution. Ça va pas au taf, on trouve une solution. T'as pas de temps, on trouve une solution. Pas de plaisir, on trouve une solution. En fait, on veut toujours faire progresser nos gars. Parce qu'on est des passionnés, on a envie qu'ils réussissent. Faut pas se trouver d'excuses. Je sais que par moments, ça peut être difficile, mais
un bon coach, il trouvera toujours une solution, une adaptation pour que vous progressiez. Exactement. Exactement. Je regarde l'heure là. Et ben on arrive un petit Sur peu ces belles à paroles. la fin. Et donc alors justement, alors Luc, juste pour finir ce podcast, t'es venu ici finir ta préparation pour la Ace Cup, qui est une compétition qualificative pour les mondes. Est-ce que juste tu peux nous dire rapidement, c'est quoi l'objectif de la compétition et c'est quoi aussi l'intérêt, par exemple, de aller dans un autre environnement qui est totalement différent et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, objectif de compétition. Ouais. Je pense que j'ai vite arrêté de me mettre des objectifs de toto en tête. Ok. Ça, c'est terminé. C'est faire la meilleure compétition possible et progresser sur tous les mouvements. Le but, c'est évidemment de faire mieux que ce que j'avais fait aux France l'année dernière, parce que j'étais déçu de moi. Au squat, j'ai bullé. Puis revenir sur le plateau, prendre du plaisir et aussi montrer à mes coachés que regardez, votre coach, il s'entraîne dur toute l'année, il mange bien, il dort bien et il va faire des résultats. Donc, j'aimerais bien faire le meilleur RIS dans mon coaching pour montrer que je suis impliqué. Et puis aussi découvrir la compétition avec ma nouvelle coach. Comment elle va gérer ça, parce que j'ai fait l'erreur l'année dernière d'aller tout seul en compète. J'ai réussi à gérer les 3 premiers mouvements tout seul. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire sans stresser. Au squat, j'ai bullé, j'ai mal géré les charges, les totos, j'ai pas réussi à calculer en même temps. Donc là, un accompagnement et me donner au maximum. Et pourquoi je suis venu là? En fait, je m'entraîne dans un orange bleu actuellement où je suis. Génial ça. C'est pas exceptionnel. Donc le matériel n'est pas très intéressant. Et surtout, c'est l'écosystème. On pourrait même en faire un gros sujet. Mais s'entraîner avec des personnes qui vont à la salle pour faire des rencontres, faire du social et uniquement passer du bon temps, c'est pas la même mentalité que des personnes qui veulent préparer des compétitions. Donc je sais qu'Enzo il fait des belles compètes, il est bon. Donc je suis dans un environnement où on va comprendre ce que je fais, on va comprendre mes objectifs. Et puis ça me permet aussi de changer de région. C'est à l'autre bout de la France, je découvre. J'ai la chance avec mon métier de pouvoir me déplacer, donc je le fais. C'est un coût, mais c'est aussi un plaisir de faire ça. Et pourquoi je l'ai fait ici? Enzo, je m'entends bien avec. Ça donne envie. Et puis j'avais envie de le faire ici, tout simplement. Ok, voilà. Super. Alors, du coup, Luc, justement, tu as créé un nouveau compte Instagram, je crois. Ouais, Men Performance. Ok. Écoute, j'ai voulu créer un compte Instagram pour mes coachés, montrer les résultats, la progression, et bientôt faire des vidéos un peu éducatives pour donner de la valeur. Et je voulais dissocier un peu le côté perso, entraînement que je fais, et coaching. Donc je suis content, il y a eu pas mal de compétitions, on a pu faire déjà des petites collabs avec des athlètes et je veux mettre en avant mes coachés, je veux mettre en avant mon travail, je veux montrer que je fais progresser des débutants et aussi que je peux amener des athlètes à très haut niveau. Super, voilà. Trop bien. Nous on est très contents aussi de te recevoir dans la région, de te faire découvrir le coin. Et on va te motiver pour que tu fasses le meilleur résultat. Et d'ailleurs, moi je serai là, je sais pas si Enzo tu seras. À la Ace Cup? Oui. Ok. Donc on sera là, tous les deux. Et du coup, super content. Suivez-le sur Insta, donc Men Performance et Luc Men aussi. Tu as 2 comptes. Est-ce que tu as YouTube aussi? J'ai YouTube et j'ai bientôt une vidéo qui va sortir sur mes athlètes que j'ai accompagnés à Nord-Est. Ok. Donc Luc Men aussi sur YouTube? C'est ça, pareil, okay. Luc Men. Est-ce qu'il y a d'autres projets là qui vont sortir? Tu peux peut-être en parler, je sais pas. Écoutez, j'ai déjà été coaché, j'ai fait le reste, je fais ma compète. Non, je suis déjà content de ce que je fais. Okay. Mais j'aimerais bien faire plus de contenu sur les réseaux, même si c'est pas mon point fort, et plus de vidéos YouTube. Ok. Voilà. Ok, super. Donc allez le suivre. Suivez-moi. Si vous avez apprécié ce podcast, bien sûr, on s'abonne, je le répète encore, on like et on lâche un petit commentaire. Les petites épées là. Et sinon, nous on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.